le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Carole Serra. Experte bien-être sur France Info et Top Santé, Carole propose des séances et des programmes de sophrologie en musique adaptés à vos besoins. Carole Serra est une ancienne chanteuse et speakerine, aujourd'hui sophrologue et animatrice sur la chaîne TV MCS Bien-être. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Carole. Bonjour Julien. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on est à Paris, je reviens encore sur Paris, toujours pour le même objectif, autour du bonheur. Donc comme tu le sais, on est en train de réaliser un documentaire sur le bonheur. J'ai déjà interviewé plus de 1500 personnes à travers le monde. Ça, c'est génial. Ouais, et pour moi, c'était important de te rencontrer de par ton parcours, parce que je pense que tu dois avoir des choses à dire, quoi. Alors, je vais y aller droit au but. C'est quoi le bonheur pour toi, Carole ? Le bonheur pour moi, c'est se sentir bien avec soi-même. C'est être en paix avec soi-même, bien dans son corps, bien dans sa tête. Voilà, ça passe d'abord par soi. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Quand on est bien avec soi-même, quand on est heureux, quand on s'aime, quand on s'accepte, quand on connaît ses défauts, ses faiblesses, on peut alors après, en deuxième partie, être mieux avec les autres. Mais ça passe d'abord par soi. Le bonheur, finalement, c'est une faculté qui nous vient de l'intérieur. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, ce qui t'a amené à définir le bonheur aujourd'hui de telle façon ? Parce que j'imagine que tu ne devais peut-être pas avoir la même définition il y a quelques années en arrière, ou ça a toujours été la même définition ? Non, ça a beaucoup changé. C'est vrai que j'ai démarré, j'ai été speakerine sur TF1 et j'étais beaucoup dans le paraître. Donc le bonheur n'existait que par rapport au regard des autres sur moi. Et puis j'ai eu un incident, un grave incident, un incendie. Et puis le métier de speakerine s'est terminé dans la même semaine. Et finalement, je me suis rendu compte que ce qui était important, c'était que j'étais en vie. Et pourquoi j'étais en vie ? Il fallait que je donne un nouveau sens à ma vie. Et en voyageant au Japon, le hasard m'a amenée au Japon avec mon mari. J'ai compris que j'avais des choses à développer, notamment justement travailler sur la paix intérieure, la méditation, la relaxation. Je suis devenue une chanteuse très connue au Japon, alors qu'ici j'avais tout perdu. Donc j'ai vécu la gloire et la déprime en même temps finalement. Je pointais aux ascédiques ici et là-bas je devenais une star. Donc c'est très difficile de gérer ça dans une vie, de connaître le bonheur et la gloire et puis la déprime et la perte et en même temps, dans la même semaine. Et j'ai appris à me détendre, à me relaxer, à m'enraciner. Et c'est devenu une passion. Donc je suis devenue sophrologue pour être mieux avec moi-même d'abord. Et puis j'ai voulu transmettre en fait tout ce que j'avais appris, toutes les techniques anti-stress. Et ça m'a beaucoup servi pour moi en tant qu'artiste. Et voilà, maintenant c'est un vrai plaisir d'aider les autres, de les accompagner. Je travaille beaucoup sur le stress, sur la gestion des émotions qui pour moi sont capitales chez l'être humain. Voilà. Tu veux dire que la sophrologie pourrait nous amener à tendre vers plus de bonheur ? En tout cas, moi, ça m'a amené vers un bonheur intérieur et une paix, une sérénité. Et ça m'a amené vers le bonheur, oui. C'est quelque chose, c'est une technique que je pratique avec les enfants aussi. Et ça me rend très joyeuse. Parce que les enfants sont stressés. Et avec ce genre de technique, ça les rend plus heureux, mieux dans leur peau. Pardon. C'est incroyable ce que tu dis, les enfants sont stressés ? Eh oui. Ah ouais ? D'ailleurs, quand tu parles à un enfant, tu lui dis « Tu sais ce que c'est que le stress ?» Il te répond tout de suite. Oui, c'est quand papa, il rentre le soir et il est pas bien. C'est quand maman, elle crie sur papa. Voilà. Ils savent très bien. Donc, eux aussi, ils ont des choses à apprendre, des émotions à gérer.
et la sophrologie que j'ai créée avec mon mari Laurent Stopnicki, ça leur fait du bien. D'ailleurs, on a sorti un livre et on se rend compte au quotidien qu'ils en ont besoin. Mais attends, ils sont stressés à partir de quel âge ils sont... Mais je pense que le stress se développe chez eux dès qu'ils ont la conscience que ça existe. Hein. Ouais. Je dirais à partir de 4 ans, ils commencent à comprendre ce que c'est que le stress, la pression. Donc, dès cet âge-là, ils ont besoin d'apprendre simplement à respirer, à se poser, voilà, à ressentir un peu de sérénité, de paix, avoir plus confiance, à éliminer leurs peurs, leurs doutes. Et je pense que tout commence chez l'être humain dès l'enfance. Quand on donne à l'enfant des bonnes valeurs, ça se répercute après dans sa vie. Et donc, nous, avec Laurent, on a voulu travailler à la base. Et vu ces terribles événements qui se passent dans le monde entier, voilà. On pense que Daesh n'existerait pas si les jeunes n'étaient pas si désespérés, si remplis de haine, de colère et de méfiance. Et la colère, c'est une émotion qu'on peut avoir tout petit et qui se travaille. Il n'y a pas de fatalité avec toutes ces émotions négatives. Donc on se sent missionné de travailler avec les jeunes, les enfants. Mais alors tu prêches un convaincu, moi mon constat est exactement le même. J'ai la chance de voyager un petit peu partout autour de la planète. Et ce que je vois, c'est que tout part de l'éducation. Et comme je te le disais en amont, on est en train de créer une école justement pour les enfants. Ça, c'est super. Ouais, parce que tout part de là. Donc effectivement, si on leur apprend à se connaître, à gérer leurs émotions, à rentrer pas être en concurrence avec les autres, mais plutôt en collaboration avec les autres, à mon avis, oui, il y a possibilité de vraiment changer de paradigme. Tout à fait. Il y a un éveil des consciences à faire tout petit, déjà. Les enfants sont très intelligents. Ils sont de véritables buvards, ils captent bien les choses. Donc quand on leur inscrit de bonnes valeurs, les neuroscientifiques en parlent, ça s'inscrit dans le cerveau, c'est des fameuses inscriptions neuronales. Et le cerveau prend ses habitudes de paix, de détente, et on développe ces aires cérébrales qui correspondent à la paix, la sérénité, tout petit finalement. C'est clair. Le cerveau est en pleine mouvance, on peut vraiment changer les aires cérébrales et les comportements des gens. C'est là où plus on démarre jeune, mieux c'est. Complètement. D'ailleurs, tu pratiques la méditation. Oui, tout à fait. Super outil. Tous les jours, au quotidien, avec des adultes, avec des enfants, moi-même, toute seule. Ça aide à se maintenir dans une espèce de paix, de sérénité, à prendre du recul aussi par rapport aux événements. Tout à fait. Alors imagine si on instaurait ne serait-ce que la méditation à l'école. Ce serait génial. Ah, moi je serais pour. Et ouais. Ça serait génial, dès 4-5 ans, apprendre à méditer, faire un temps de repos, comme on fait une sieste. Voilà, temps de pause, on les met assis en tailleur. Je suis sûre que ça leur plairait. Au début, ça serait peut-être difficile, mais après, ils le feraient régulièrement et en grandissant, ils le répercuteraient sur leurs enfants, leurs parents, etc. C'est clair. Mais ils le font déjà dans les pays du Nord, ils le font déjà dans beaucoup de pays quand même. Bien sûr. Ouais. On est encore un peu en retard en France, mais je crois que ça arrive tout doucement. Petit à petit, la méditation de pleine conscience, ça pénètre dans les hôpitaux en tout cas. Ouais. Tu connais le village des Pruniers ? J'en ai entendu parler. Ouais. J'aimerais beaucoup y aller. C'est top. C'est vraiment top. J'y étais le week-end dernier pour aller interviewer des sœurs et des frères qui vivent sur place. Et donc eux, ils prêchent la méditation de pleine conscience. Tu sais, c'est Thich Nhat Hanh, ou Thich Nhat Hanh, comme on dit, qui a instauré la méditation de pleine conscience en France, visiblement. Et ça a aussi un outil formidable d'être en conscience, en permanence. Voilà, moi je trouve que c'est aussi un des outils qu'on pourrait peut-être recommander aux gens qui nous écoutent. Tout à fait. Ouais. Est-ce que tu as d'autres outils d'ailleurs à leur recommander, peut-être pour tendre vers le bonheur ? Écoute, moi j'ai des techniques qui sont issues de la sophrologie, qui est un mélange de sophrologie, de méditation. Alors je travaille beaucoup avec la musique, puisque Laurent Stopnicki, mon mari, est co-auteur de tous nos ouvrages et musicien, et je leur recommanderais d'écouter ce genre de musique que l'on compose, des musiques douces, qui parlent au cerveau, qui induisent la détente, qui rappellent l'élément doux et sécurisant que l'on ressentait dans le ventre de notre maman. On fait des musiques avec des vibrations sonores basses qui nous bercent, qui induisent cet état alpha qui est l'état propice au bonheur, au bord du sommeil, au bord du réveil. De temps en temps, écouter ce genre de musique, ça va vraiment vous détendre. Ça détend le fœtus dans le ventre de sa mère quand il se berce sur les vibrations sonores. Moi, je travaille beaucoup avec les femmes enceintes, donc je connais bien l'impact que les vibrations sonores ont sur le corps. Voilà, donc je recommande d'écouter de la musique. Rien que ça peut vraiment vous aider
induire la paix, la sérénité, le bonheur. Le bonheur, encore une fois, c'est un état que l'on se crée, que l'on se fabrique. Il ne faut pas attendre que ça vienne de Pierre, Paul ou Jacques, non. C'est nous qui décidons, je veux être heureux, alors on se le crée, le bonheur. Donc ici, on trouvait des outils qui vont nous y aider. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, les scientifiques, je crois, le disent clairement, les vibrations ont vraiment une action sur notre corps, puisqu'on est constitué à 80% d'eau. Et visiblement, l'eau serait l'un des meilleurs transmetteurs en termes d'informations. Et les vibrations auraient un impact direct, forcément, sur notre corps. Mais Laurent t'en parlera mieux que moi. C'est vraiment le spécialiste de la musique, musicothérapie qui amène le bonheur. Ouais. D'accord. Tu es aussi sur la chaîne MCS Bien-être. Oui. Depuis quelques temps. Est-ce que tu as l'impression, comme moi, qu'il y a un engouement de plus en plus de par la population, justement, qui s'intéresse au bien-être, au développement personnel ? Je pense que de plus en plus, oui, les gens recherchent des techniques, des solutions, des clés pour leur bien-être physique et mental. Et c'est pour ça qu'MCS Bien-être a beaucoup de succès. Moi, j'y suis depuis l'origine. Et je suis très heureuse d'y être parce qu'il y a des tas de choses à développer. Il y a un boulevard devant nous dans le bien-être. Tout est à faire, tout est à montrer. Il y a beaucoup de techniques encore que l'on ignore. Et puis j'ai la chance en direct de faire de montrer des techniques, des exercices, des respirations. Et puis les gens me suivent chez eux. Après, je reçois des patients venant de MCS. Donc on se sent utile en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à explorer encore sur MCS Bien-être. Excellent, ouais. De par mon histoire, moi, je pense qu'il y a quasiment plus de 1000 activités différentes dans le monde du bien-être. Donc, comme tu le dis, oui, je crois qu'il y a de quoi découvrir. Hein. Oui, tout à fait. C'est clair, ouais. Est-ce que tu ressens aussi, comme moi, cette prise de conscience qui est en train de se produire de manière quasi générale ? On remet en question l'alimentaire, on remet en question l'environnement, on remet en question la santé. Tu le vois, ça aussi, de ton côté ? Tout à fait. On va vers un retour au naturel, plus de naturalité, voilà, moins de médicaments, moins de substances chimiques, arriver à dépolluer l'air intérieur, l'air extérieur. On est soucieux de notre bien-être parce qu'il y a de réelles peurs et de réelles prises de conscience de l'être humain que la planète ne peut pas continuer comme ça. On a un taux de pollution qui explose, donc il faut trouver des solutions alternatives à notre bien-être. Tant au niveau alimentaire, c'est vrai qu'on fait de plus en plus attention, on mange un peu plus bio, on détecte mieux ses allergies, l'alimentation sans gluten qui était quelque chose d'assez rare devient presque courant, on fait de plus en plus de techniques comme la sophrologie, l'hypnose, le yoga, voilà, il y a une réelle prise de conscience, on prend soin de soi et ça c'est un peu nouveau. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu trop de débordements, trop de mal-être, trop de dépression, trop de cancer, trop de burn-out. Voilà, donc les gens ont peur et veulent aller vers quelque chose de plus doux, de plus naturel. Ils prennent plus en compte, je pense, leur santé physique et mentale. C'est évident. Certains sages que j'ai rencontrés à travers les interviews me disent que tendre vers le bonheur, c'est aussi cultiver sa spiritualité. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, pour les gens spirituels, oui. Vous prêchez un convaincu. Moi, je suis très portée sur la spiritualité. Je fais beaucoup de méditation. Je prie à ma manière. Et c'est vrai que la foi intérieure, quand on croit en quelque chose, ça apporte beaucoup de bien-être et de réconfort et de confiance. Voilà. Maintenant, tout le monde n'est pas spirituel, et je comprends aussi, hein, tout à fait. Mais les gens non spirituels se raccrochent aussi à des bonnes techniques, comme la méditation. On peut faire de la méditation et n'être pas spirituel. Ou mieux manger, ou faire plus de sport, apprendre à mieux dormir. Bon, tout ça, finalement, est-ce que tout ça n'est pas une forme aussi de spiritualité ? Ouais, d'ailleurs, si on donnait une définition, ça serait quoi pour toi la spiritualité ? La spiritualité, c'est une croyance, un rapprochement des valeurs meilleures, des valeurs humaines. Pour moi, la spiritualité, c'est se rapprocher de l'humain. Dans un monde où tout va vite, où beaucoup de gens se sentent seuls, où on ne parle plus à son voisin, où on ne se connaît plus, je pense que tout ce qui peut nous rapprocher de l'humain, de faire les choses ensemble, de se préoccuper de soi, de savoir écouter l'autre, voilà, toutes ces valeurs sont de la spiritualité. D'accord. Tu disais avoir vécu un drame, c'est le mot, hein, c'est un drame. Est-ce que tu peux en parler ? Qu'est-ce que ça a déclenché
chez toi? Alors en fait, il y a quelques années, j'étais speakerine sur TF1, donc tout allait très bien pour moi. J'étais à la une des médias et dans la même semaine, avec mon mari, on a eu un violent incendie dans notre appartement. C'était en pleine nuit, on s'est réveillés, on était entourés par le feu et là on a vu la mort de très près. On est des rescapés, on aurait dû mourir dans cet incendie violent. J'en parle maintenant avec beaucoup de détachement, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et le fait d'être passé à côté de la mort m'a fait prendre conscience de l'importance qu'était la vie. Si j'étais en vie, il fallait que je trouve un sens à ma vie. Et c'est comme ça que je me suis rapprochée des techniques de bien-être, de sophrologie, pour donner un nouveau sens. Et aussi cette relation d'aide, d'aider les autres, d'accompagner, a donné aussi un sens à ma vie où avant j'étais très portée sur moi, mon apparence, voilà. Ça a déclenché ça, je crois, la vie a un prix. Et quand on nous permet de rester en vie, il faut en profiter et trouver un sens, donner du sens à sa vie. Beaucoup de gens que je rencontre en tant que sophrologue sont désespérés, ils n'ont pas vraiment de but ni de sens. Et ça crée une désespérance. Et dans ma formation de sophrologue, on prononçait souvent le mot d'espoir, d'espérance. Quand on se lève le matin, réaliser qu'on est en vie, c'est déjà un miracle de se lever et d'être en vie. Et voilà, et faire en sorte que sa vie soit remplie de sens. Tu veux dire que, si je synthétise, tu serais passé d'un bonheur matériel à un bonheur d'être? Oui. D'accord. Quelque chose de plus extérieur, de plus factice, de plus... oui. De moins vrai, quelque part. À un bonheur plus intérieur. Voilà, de l'être extérieur à l'être intérieur. Voilà, on passe d'une étape à une autre. Oui, et c'est vrai qu'on réagit différemment aux choses de la vie. C'est clair, hein. Ouais. On peut très bien imaginer. Le monde matériel, bien sûr, il est important, il existe, mais à nos yeux, c'est quand même moins important. Oui, parce que tu étais dans les lumières. Oui, j'étais dans les lumières. Ouais. Et puis le fait de tout perdre. Dans un violent incendie, vous avez tout perdu, vos souvenirs, vos vêtements, les choses auxquelles vous tenez. Donc le matériel a disparu. Vous vous rendez compte que ce qui compte, c'est que vous soyez en vie. Tout s'est volatilisé, mais vous êtes là, présent, et c'est ça qui compte. Donc le matériel, un jour ou l'autre, il peut disparaître. C'est pas ce qui est le plus important. C'est clair, hein. Et du coup, ça a donné sens. Ça a donné sens à ta vie, quelque part, quoi, cet acte, enfin, ce drame, d'un coup... C'est très étrange de tout perdre. Et quelque part, on se sent léger, et on sent qu'on n'a plus rien à perdre, puisqu'on a tout perdu. Donc tout reste à reconstruire. Et c'est là où on a reconstruit, nous, différemment, mais intelligemment, je pense, avec de nouvelles valeurs. Et je serais sans doute... je serais pas devenue sophrologue si tout avait continué très bien pour moi. Et voilà. Comme quoi, il y a du positif dans des fois des événements très négatifs. Et on peut rebondir. Donc c'est aussi des messages d'espoir que je veux donner aux gens quand on a vécu des choses très dures, des événements difficiles. Sur le moment, c'est dur, mais après, on peut les changer, les transformer. Si on est dans cette quête de... je ne veux pas m'enfoncer dans le malheur, mais au contraire, essayer de trouver le bonheur à tout prix, je dirais. Tu t'es fait entourer pour ça ou ça a été une démarche très perso? Non, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidée. Déjà, je me suis retrouvée très vite au Japon avec mon mari et des maîtres zen m'ont appris à me détendre, à me relaxer. J'ai rencontré des thérapeutes, des gens très bien qui m'ont aidée aussi à me recentrer et à dédramatiser et à oublier petit à petit le stress. Je dis petit à petit parce que c'est comme dans le burn-out, ça vient pas comme ça, quoi. Petit à petit, on arrive à oublier les événements dramatiques. Il faut du temps. Ouais, c'est évident. C'est comme la personne... C'est de la résilience, hein. C'est vraiment Boris Cyrulnik, c'est ce qu'il dit dans ses livres. C'est quand on a connu, je sais pas, des choses très dures comme les camps de concentration, et il faut du temps. Mais on arrive quand même, non pas à oublier totalement, mais à reconstruire et à donner un nouveau sens. Ouais, ça me faisait penser aux gens qui changent leur alimentation et qui passent d'une alimentation un peu normale, on va dire, en tout cas actuelle et quotidienne, à une alimentation peut-être beaucoup plus bio, plus variée avec de fruits et légumes. On dit qu'il faut à peu près 3 ans au minimum pour quelqu'un de motivé pour changer d'alimentation. Oui, puis il faut que le corps s'y habitue aussi. Et ouais, c'est ça. Ouais. On ne peut pas devenir végétarien ou végétalien du jour au lendemain. C'est clair. Ça crée trop de carences, donc il y a une habitude à prendre, il faut que le corps se régule, trouver les bons aliments, enfin voilà.
Il ne s'agit pas du jour au lendemain d'être en manque, parce qu'on devient très fatigué, et puis finalement, on ne peut plus suivre son régime. Il faut être dans l'équilibre et bien suivi aussi par des bons spécialistes. C'est clair. Si tu avais une citation que tu adores, ça serait laquelle ? Une citation ? Ouais, que tu adores. Je vais t'aider. Moi, la mienne, c'est « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » de Gandhi. Je trouve qu'il n'y a pas plus inspirant. C'est vrai que j'ai eu la chance récemment de faire un concert au Grand Rex avec Gandhi, en seconde partie de Gandhi, et c'est un homme extraordinaire, et je trouve cette citation merveilleuse. Moi, c'est une phrase que mon mari a trouvée dans notre premier livre, qui s'appelle « La médite action ». C'est « Le bonheur nous vient de l'intérieur ». Pour moi, il n'y a pas plus beau. Merci Carole. Merci Julien. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»